Bienvenue à cette rencontre avec le prix Nobel de physique Michel Mayor. Comme vous pouvez le voir, le concept prix Nobel attire beaucoup de monde. Et d'ailleurs, la Suisse, et naturellement Monsieur Mayor, mais la Suisse est par tête d'habitant. Je l'ai lu aujourd'hui et je le savais comme diplomate, car c'est un argument que j'ai parfois utilisé dans mes discours. Par tête d'habitant, le pays avec le nombre le plus important de prix Nobel. Ouais. Alors, il y en a eu depuis la naissance du prix une trentaine apparemment, et on aurait 1,1 prix Nobel par million d'habitants, alors que les États-Unis en ont 0,3 et la France 0,1. Bref, voilà, qu'importe. Ça c'est pour c'est pour la petite histoire. Nous avons la chance d'avoir avec nous Michel Mayor, professeur d'astrophysique à l'Université de Genève, directeur de l'Observatoire de Genève et un astrophysicien très connu qui doit en particulier sa réputation à la découverte de, vous me direz si je me trompe, de la première exoplanète en dehors du système solaire en 95. Et pour cette découverte, il a reçu avec son collaborateur Didier Queloz le prix Nobel de physique en 2019. Et ce soir, il va nous parler de la vie dans ces exoplanètes. Sans plus attendre, je vous remercie d'être si nombreux et puis je laisse la parole à notre invité. Bonne soirée. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais vous parler surtout des méthodes de détection des exoplanètes, et évidemment ce qui ouvre la voie à la question qui intéresse tout le monde. Est-ce qu'il est possible éventuellement de détecter de la vie ailleurs dans l'univers si cette vie existe? Alors c'est assez intéressant de passer juste quelques minutes sur l'histoire de ce domaine, et en particulier de considérer que les philosophes grecs, voici 2500 ans, se posaient déjà ce genre de questions. Ça s'explicitait à l'époque, c'était pas des exoplanètes à l'époque, c'était la notion de la pluralité des mondes. Est-ce qu'il existe un seul monde, le nôtre, ou est-ce qu'il en existe d'autres? Et ces philosophes étaient extrêmement convaincus qu'il devait exister une infinité de mondes dans l'univers, dans le cosmos, et même dans une fameuse lettre du philosophe Épicure, il exprime sa certitude que certains de ces mondes doivent être habités d'espèces similaires à la vie sur Terre, ou d'autres ne le seraient pas. Alors, la première partie de sa très longue lettre, à savoir, on a détecté dans la terminologie moderne, des planètes extrasolaires. Évidemment, la deuxième partie, c'est un sujet extrêmement chaud actuellement de la recherche, à savoir, est-ce qu'on est capable de détecter si de la vie existe sur certaines de ces, comme ça. Mais je trouve assez intéressant d'imaginer, dans mes rêves fous, j'imagine un philosophe au bord de la mer en train de manger des olives et discutant de ces questions-là. Fabuleux, il y a 2500 ans. Alors, cette question n'est pas l'apanage uniquement des philosophes grecs, mais ça a été absolument en permanence au cours des 2 derniers millénaires. Alors, j'ai pas mis la liste de tous les théologiens, philosophes qui ont discuté de ces questions, Nicolas de Cuse et bien d'autres. J'en ai pris juste 3. Une, c'est le philosophe, je dis allemand, Albert Le Gros, qui a été canonisé par ailleurs, qui dit « Existe-t-il plusieurs mondes ou n'en existe-t-il qu'un ?» C'est une noble et exaltante question dans l'étude de la nature. 13e siècle, ceci. Et puis, exactement le même siècle, Étienne Taupier, qui était évêque de Paris, la Sorbonne venait d'être créée peu de décennies avant, et il demande la permission au pape Jean XXI d'enseigner en Sorbonne l'hypothèse de la pluralité des mondes. Donc on voit que c'était pas du tout une thématique qui était réprouvée à cette époque-là.
Et puis, la dernière référence que je ferai historique, c'est Giordano Bruno, qui était un moine italien, qui n'était pas un scientifique, mais d'abord, il avait un caractère pénible. Ça, c'est un autre problème. Comment dire, ce qui n'a pas été sans conséquence, puisqu'il a été brûlé à Rome en février 1600, mais il n'a pas été brûlé pour ce que je vais dire, il a été brûlé pour des opinions théologiques. Mais dans le domaine de l'astrophysique, il a dit une chose qui paraît une trivialité actuellement. Il a dit, le Soleil est une étoile. Elle est plus brillante simplement parce qu'elle est plus proche. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu stupide comme affirmation. Et on sait que notre Soleil est entouré d'étoiles, de planètes. Donc, les autres étoiles doivent être aussi entourées de planètes. Donc, on passe de la conception un peu philosophique d'autres mondes, on passe à quelque chose de plus précis, à savoir d'autres mondes, des planètes, comme ça. Voilà. Donc, c'est juste ces quelques références. Après, ça, c'est évidemment encore enrichi de beaucoup de références. Alors, vous l'avez, j'espère, eu l'occasion ici, avec Loin des Lumières, vous avez eu l'occasion de voir la Voie lactée. Ici, c'est une reconstitution photographique de milliers de photographies prises par satellite Gaïa, qui donne l'impression qu'on voit tout le tour, hein. On peut pas faire l'hémisphère sud, l'hémisphère nord sur la même photo nous-mêmes. Alors voilà, quand on fait ça, donc c'est cette traînée lumineuse sur le ciel qui, en fait, est la lumière de milliards d'étoiles qu'on ne voit pas individuellement, comme ça, qui a été la nature de la Voie lactée a été découverte par Galilée en 1610, où il a, avec une très pauvre lunette, a réalisé que c'était en fait la superposition de la lumière de milliers de petites étoiles. Alors, je vais pas donner trop de chiffres ce soir. Ça marche? Oui. Mais juste quand même, la lumière met 100 000 ans pour passer d'un bord à l'autre. Donc, elle met 1 seconde pour venir de la Lune, elle met 8 minutes depuis le Soleil, mais là, elle va mettre 100 000 ans pour traverser. C'est grand, hein, c'est vraiment grand. 200 milliards de soleils. 200 000 millions de soleils. Et évidemment, la question liée à la thématique ce soir, combien y a-t-il de planètes dans ce système? Alors, regardons maintenant un tout petit morceau de la Voie lactée avec un télescope moderne, et c'est quelque chose comme ça. Donc, chaque petit point, c'est un soleil. Et donc, la question, combien y a-t-il de planètes autour de ces objets? Comment détecter les planètes qui tournent autour de chacun de ces petits points que vous voyez sur l'écran? Donc, après Giordano Bruno, quelle a été l'opinion de la population, des gens, des milieux scientifiques? Et alors, on peut retrouver différentes preuves de cette situation en regardant, par exemple, cet alias de Doppelmayr de 1742. Donc, c'est déjà plus de 2 siècles après, 1 siècle et quelques après Giordano Bruno. Et on regarde, c'est donc évidemment au milieu le système solaire, parce que c'était l'essentiel de ce que l'on considérait à l'époque. Mais si vous regardez dans l'angle supérieur droite de cet atlas, vous voyez que déjà à cette époque-là, il avait mis les étoiles lointaines entourées des planètes avec des systèmes planétaires, comme ça. Donc, c'était tout à fait déjà admis par la population, comme ça, qu'il devait exister des systèmes planétaires ailleurs dans la galaxie. Alors maintenant, reprenons un petit peu l'aspect, et vous protestez si j'oublie de tenir le micro. Et alors, regardez ici cette belle photo, qui est celle d'une galaxie comme la nôtre, avec 2 bras spiraux qui l'entourent, et il y a ces taches roses framboises qui se trouvent le long des bras spiraux, qui sont en fait d'énormes nuages de gaz et de poussière. Alors, dans notre galaxie, ici, un des plus célèbres, qui est la nébuleuse d'Orion, que l'on peut voir avec une bonne paire de jumelles, d'ailleurs, simplement. En fait, ces endroits-là, c'est l'endroit de la naissance de nouvelles générations d'étoiles. Actuellement, les outils
des astronomes modernes permettent facilement d'étudier ces endroits-là avec sa formation de nouvelles générations d'étoiles. Regardons un tout petit peu c'est l'aspect. Voilà, ça c'est pas un dessin, c'est pas un beau dessin d'Art Nouveau, c'est en fait une photo d'une de ces régions. Vous voyez donc des nuages de gaz avec des contrastes énormes de densité, du champ magnétique, des étoiles, du rayonnement, etc. Et c'est dans cet environnement que de temps en temps, la matière va s'effondrer sous l'effet de la gravitation pour former de nouvelles générations d'étoiles. Et évidemment, quand vous concentrez du gaz qui est agité par la turbulence et tout, eh bien, vous allez à un moment donné avoir une intense rotation autour de l'étoile et ça va former un petit disque de gaz et de poussière qui tourne très vite autour de l'étoile. Donc ça, c'est la contrepartie, formation des étoiles, formation des planètes, ou en même temps des disques protoplanétaires. Et ceci n'a pas été découvert il y a si longtemps que ça. Par exemple, ici, vous avez juste quelques lignes extraites d'une petite lettre qu'a écrit un astronome en 1952, Otto Struve, où il dit en fait, il étudiait la rotation des étoiles comme le Soleil, et il trouvait qu'elle tournait lentement. Il dit c'est pas normal. Normalement, quand le gaz s'effondre, elle devrait tourner à toute vitesse. Il est où ce moment angulaire rotation? Bon. Il dit, mais c'est où cette rotation? Il dit, c'est l'origine de ces fameux disques nécessaires pour comprendre la formation des planètes. Et c'est à la source d'un changement d'idée majeur au cours du siècle dernier, parce que si la possibilité de système planétaire existait déjà depuis Giordano Bruno, eh bien, en fait, les astronomes pensaient qu'il n'y en avait pas, qu'on était seul. Incroyable d'imaginer que mon grand-père ou mon père, comment dire, vivait à une époque où on pensait qu'on était seul dans l'univers de la Voie lactée. Alors que, suite à ce problème-là, alors ce diagramme, on va vite l'oublier, mais enfin, c'est le nombre estimé par les professionnels des grands noms de l'astronomie, James Shapley et autres, on va dire, en fonction des années. Et alors, on voit que vous avez ici, c'est 0, 2, c'est 100, 10 000, 1 million, etc. Et on voit pendant toute la première moitié du XXe siècle, non, on pensait qu'on était seul. Et tout d'un coup, suite à cette remarque de Struve, les idées changent complètement et l'estimation monte à 10 milliards, 100 milliards, etc. Et ce qui est totalement vérifié par les observations que l'on fait actuellement. Donc, ça, c'est un changement majeur dans l'idée que l'on se faisait de la présence de systèmes planétaires dans l'univers au travail. Alors, ici, on regarde une belle photo de la nébuleuse d'Orion, donc un grand nuage de gaz pas très loin de chez nous. Quand je dis grand nuage de gaz, c'est environ 100 000 fois la masse du Soleil. Un gros nuage, hein, comme ça. Et le télescope c'est le Hubble télescope, regarde en 1995 les jeunes étoiles qui sortent de la nébuleuse qui viennent d'être formées. Il fait des images avec la résolution énorme qu'il a, et ce qu'il voit, c'est que toutes les jeunes étoiles sont justement entourées de ce disque de gaz et de poussière. Donc, dès ce moment-là, on a la preuve directe que l'endroit où se forment les planètes, on l'observe. Maintenant, après, il y a des observations beaucoup plus fantastiques qui ont été faites. Alors, on reprend ma photo d'avant. D'accord, maintenant, on est convaincu qu'il va y avoir des planètes. Maintenant, comment les détecter? Alors, voilà, le problème, comment détecter? Alors, on a un problème majeur, c'est que prenez le système solaire. C'est le Soleil qui émet de la lumière, c'est un réacteur nucléaire énorme. Vous avez Jupiter qui est un bout plus loin, qui est la grosse planète. Jupiter ne réfléchit que 1 milliardième de la lumière du Soleil. C'est-à-dire que le rapport de luminosité, c'est 1 milliard. Donc, sitôt vous regardez une certaine distance,
elles sont tellement proches que vous êtes complètement ébloui par la lumière de l'étoile. Donc, il faut trouver d'autres techniques. Et c'est la base de ce qu'on a fait voici un peu plus de 30 ans, c'est de construire un instrument, un spectrographe, qui disperse les fréquences émises par l'étoile en arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel est haché d'un grand nombre de plis très noirs qui correspondent à des transitions atomiques dans l'atmosphère de l'étoile. Et on va chercher, par l'effet Doppler, à mesurer les changements de vitesse de l'étoile. Si vous avez l'étoile qui est ici, la planète tourne comme ça, mais l'étoile aussi va tourner un tout petit peu autour du centre de gravité. Donc, on va mesurer la vitesse de l'étoile et on va la voir peut-être, s'il y a une planète, s'approcher de nous, s'éloigner, s'approcher, etc. Alors, c'est ce qu'on a construit. Ici, vous avez un petit dessin qui illustre d'une part l'arc-en-ciel quand on regarde en détail. En fait, il y a toutes ces transitions atomiques et on va essayer de mesurer par un instrument adéquat les changements de position de toutes ces longueurs d'onde. Voilà, c'est comment ce qu'on va faire. Et en faisant ça, on verra de temps à autre. Ici, vous avez le longueur d'onde et on voit que la vitesse de temps en temps va vers le haut, elle s'éloigne, elle se rapproche, elle s'éloigne, etc. Voilà, donc ça c'est l'idée qui a été utilisée. Évidemment, les changements de vitesse sont très très petits. Pourquoi? Parce que simplement, les étoiles sont très lourdes comparées aux planètes. Et on a commencé notre travail avec les collègues français. On a construit un instrument d'abord, fin des années 80, début des années 90, et on s'attendait, on cherchait des planètes géantes qui avaient, comme dans notre système solaire, des orbites de 10 ans, 20 ans. Jupiter, c'est 10 ans. Saturne, c'est 30 ans. Voilà, on cherchait des choses comme ça. Et la surprise, c'est que tout d'un coup, on a trouvé l'équivalent d'un Jupiter, donc une planète de même masse, mais qui tournait en 4 jours. Donc, une planète comme Jupiter qui fait un tour 4 jours autour de l'étoile. Dans le système solaire, il n'y a rien d'équivalent du tout. Et pire que ça, la théorie disait que c'était pas possible, c'était un désaccord d'un facteur 1000 par rapport à la théorie. Donc, prudence, on a attendu une année, on a répété nos mesures pour être absolument sûr qu'on disait pas de bêtises. L'idée, je vais pas m'expliciter trop longtemps, mais en fait, la théorie était juste, mais l'oublier à un point, c'est que quand la jeune planète est formée, elle va perturber le disque de gaz et de poussière, et puis il va lentement spiraler et se rapprocher de l'étoile. Donc, tout entre dans le meilleur des mondes, et ce phénomène physique devient un ingrédient majeur pour comprendre la formation de notre système solaire en particulier. Tout ça. Et en particulier, vous avez ici un diagramme qui montre, il n'est pas à jour, il date d'il y a quelques années. On voit un diagramme. Alors, on va essayer de dire ce que c'est. Ici, il y a la masse exprimée en masse terrestre. Donc, il y a le 1, c'est une fois la masse de la Terre, 10 fois, 100 fois, etc. Chaque petit point correspond à un objet découvert. À l'époque, il y en avait quelques milliers. Et puis, en fonction de la période de rotation. Et on voit que contrairement au système solaire, eh bien, on trouve des quantités de planètes qui ont des périodes de quelques jours. Actuellement, on trouve des planètes qui tournent en quelques heures autour de leur étoile. Et même, c'est terrible, elles sont tellement proches que même les silicates, les roches, vont fondre. Donc, il y a des planètes de lave, etc. Donc, on trouve une variété qui était complètement non ignorée encore il y a quelques années. Les systèmes planétaires qu'on trouve dans la nature sont beaucoup plus variés que ce qu'on trouve dans notre propre système solaire. Alors ça, c'est ce que mon travail, disons, c'est l'effet Doppler, enfin ces instruments-là, mais il y a d'autres techniques pour regarder tout ça. Et en particulier, notre terrain de jeu favori, c'est le Chili.
et ici c'est le nord du Chili, à 5000 mètres d'altitude, eh bien, un consortium formé de plusieurs universités américaines, de l'ESO, c'est 16 pays européens, et le Japon, se sont groupés pour faire cet instrument, 60 antennes de 12 mètres qui peuvent être réparties sur cet altiplano jusqu'à une distance de 14 kilomètres les uns les autres. En fait, cet énorme instrument a pour but de voir ce qu'on appelle le gaz froid dans l'univers. Formation des galaxies, formation des planètes, formation des étoiles, gaz qui se trouve entre les étoiles, etc. Alors, c'est à 5000 mètres d'altitude. Ça, c'est aussi une autre vision du même endroit, simplement pour voir que c'est très joli. Et des collègues, ça c'est pas moi, mais d'autres collègues ont utilisé cet instrument fabuleux pour s'intéresser à un tout petit nuage que l'on voit ici rose, avec cette fameuse transition qui est faite de couleur rose. Et comment dire, ils se sont dit, on va regarder, on savait qu'il y avait 2 étoiles jeunes dans cet endroit. Ils ont regardé cet engin, cet instrument incroyable qui a un pouvoir de résolution fabuleux, donc une sorte de super paire de jumelles, là, parce que c'est toutes ces antennes regardent en même temps, puis après vous combinez toute la lumière, et par l'analyse, vous arrivez à avoir la résolution. Et quand ils ont fait ça, voilà ce qui se trouve. À gauche, vous avez une photo optique classique, et quand on utilise l'instrument ALMA, c'est cet instrument, c'est 60 antennes, et vous regardez autour de une de ces étoiles jeunes, eh bien, vous voyez exactement ce que j'ai prédit, à savoir des disques de matière qui sont hachés par la formation, non pas de même une planète, mais il y a plusieurs anneaux, c'est la formation de tout un système planétaire qui se forme. Donc, actuellement, c'est incroyable. Il y a seulement 30 ans, on ne savait même pas si elles existaient. Et puis maintenant, on est en train déjà de regarder leur lieu de naissance. Et là, vous avez une autre vision de tout un tas d'une collection d'étoiles prises dans la nébuleuse d'Orion qui montre que partout, ça se trouve, toutes les étoiles jeunes, seulement quand elles sont jeunes, hein, après le gaz disparaît. Voilà, sont entourées de structures de ce type-là. Alors maintenant, est-ce qu'on peut détecter des planètes, voire chercher la vie là-dessus? Alors, après, la première découverte qu'on a faite, on l'a faite à l'Observatoire des Hauts-de-Provence, dans le sud de la France, avec un instrument qui n'était pas de grand diamètre, et puis avec le climat que l'on a en Europe. Et après, on s'est déplacé au Chili, dans le désert du sud du désert d'Atacama, avec un instrument que l'on a conçu qui est encore un peu plus évolué, sur un télescope de 3,60 m. 3,60 m, c'est le miroir, hein, c'est un bon télescope et tout. Et on a découvert des tas d'objets. Et à un moment donné, il y a eu un objet qui avait une période de 3 jours et demi. 3 jours et demi, ça veut dire que la planète était encore un peu plus près de l'étoile que la précédente. On avait découvert beaucoup d'autres. Et donc, si elle est une période courte, ça veut dire qu'elle est plus près de l'étoile. Qui dit plus près de l'étoile, il y a une chance non négligeable qu'elle passe une petite éclipse. C'est-à-dire que la planète passe entre l'étoile et votre œil. Et, comment dire, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé pour cet objet-là. À l'heure prédite par nos mesures, eh bien, des collègues avec qui on travaillait ont pu mesurer la baisse de luminosité parce que la planète passait devant l'étoile. Donc, on ne voit pas la planète, on va baisser la lumière de l'étoile. Alors ça, c'était le début d'une grande aventure pour différentes raisons. D'abord, ça, comment dire, l'effet Doppler nous donne la masse. Ici, ça nous donne la dimension. Si vous avez une sphère dont vous connaissez la dimension et la masse, vous rappelez vos souvenirs scolaires, vous pouvez calculer la densité moyenne. Et la densité moyenne, c'est 0,3 grammes par centimètre cube. C'est-à-dire que c'est 3 fois moins dense que l'eau. Donc, c'était une preuve directe que c'était vraiment une planète gazeuse, parce qu'il y avait encore des gens qui n'y croyaient pas à l'époque. Donc, ça, c'était la preuve directe, élémentaire, que c'était. Et alors, d'autant plus, après, ça a ouvert la porte à une autre
type de remarque, c'est d'utiliser le télescope Hubble, qui est au-dessus de l'atmosphère terrestre, pour refaire la mesure. Et c'est le diagramme d'en bas ici, comme ça. Et vous regardez quand vous êtes au-dessus de l'atmosphère, la qualité que vous pouvez. C'est la même courbe, mais la qualité. Il n'y a pas l'effet de l'atmosphère. Et ça, tout de suite, vous vous dites quoi? Ah, on pourrait détecter des planètes plus petites que Jupiter. Ça, c'est un Jupiter, mais on pourrait facilement détecter des tout petites planètes. Alors ici, on a un petit diagramme qui montre que cette technique, elle est fabuleuse. Quand la planète passe devant l'étoile, évidemment, on peut déterminer le diamètre. Parce que plus elle est grosse, plus l'éclipse est profonde. Quand elle est derrière, l'infrarouge diminue, on peut mesurer la température. Et puis, le plus intéressant, c'est le titanon bleu. Qu'est-ce que c'est que ce titanon bleu? C'est l'atmosphère de la planète. L'atmosphère de la planète va filtrer un tout petit peu la lumière qui vient de l'étoile. Et donc, ça va nous donner des renseignements sur la composition chimique de la planète, pas de l'étoile, de la planète. Alors ça, c'est le cœur de beaucoup de mesures qui vont se faire dans la prochaine génération. Parce que c'est la clé pour détecter la chimie des exoplanètes. Alors juste pour voir, c'est quand même pas facile. Ici, c'est une vraie photo du Soleil qui montre d'abord que le Soleil n'est pas parfait. C'est pas un disque parfait. Il y a des zones de gaz qui montent, qui descendent, il y a des taches, il y a du champ magnétique, il y a des éruptions, etc. Et vous voulez voir l'effet de changement de vitesse d'une étoile due à une planète qui est 300 000 fois plus légère comme la Terre. C'est ce tout petit point bleu qui se trouve au milieu du rectangle ici, à la même échelle, c'est la Terre. Donc voilà. Donc ça, c'est l'effet de vitesse, l'effet Doppler. Mais imaginez maintenant l'effet de transit, l'effet de une telle planète passe devant. Imaginez que ça baisse tellement peu et vous avez toujours ce bruit dû à l'imperfection de l'étoile. Voilà, c'est notre problème actuel. Comme ça, pour aller progresser dans ce domaine, il faut résoudre ces problèmes-là. Alors, évidemment, on est gâté actuellement, notre génération, par les instruments qu'on dispose. Ici, vous avez le terrain de chasse favori, qui est le désert d'Atacama. Et vous voyez, il faut que je me relève. Alors, vous avez ici une montagne avec 4 télescopes de 8 mètres. C'est-à-dire que les télescopes lui-même, le miroir est plus grand que la largeur de cette taille. Et il y a 4 télescopes d'espèces qui se trouvent là. Et puis, il y a une montagne là-bas de haut qui s'appelle Cerro Armazones, où il y a un nouveau télescope construit par l'Europe de 39 mètres de diamètre. Ce sera, et de loin, le plus gros télescope qui aura jamais été construit dans le monde et qui est attendu pour 2008-2009. Donc, c'est pas du tout de la science-fiction. Ici, une maquette de ce télescope de 39 mètres. Voilà l'état où il était en juin 2023. Alors, si vous avez des bons yeux, vous pouvez voir des gens ou des camions qui se trouvent à côté pour voir ce que c'était petit. Et puis, l'état, l'année passée, où il y a quelques mois, voilà, ça se construit comme ça. Et donc, évidemment, on attend pour dans quelques années. Voilà. En plus, il sera équipé de lasers de très haute puissance qui sont atmosphère pour corriger les défauts d'atmosphère à 1000 Hertz, donc très très vite, pour pouvoir avoir des images parfaites. Donc, bon, actuellement, il y a des beaux outils et donc, on essaye de pouvoir éventuellement répondre à une question très ambitieuse. La vie est-elle un impératif cosmique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans l'évolution de l'univers, on part d'une soupe de particules élémentaires
essentiellement protons, électrons. Quand la température et la densité baissent, on recombine pour faire de l'hydrogène et quelques atomes comme l'hélium. Puis après, dans les étoiles, on fabrique des atomes de plus en plus compliqués dans le cœur des étoiles, ce que Hubert Reeves résume en disant « nous sommes des poussières d'étoiles », puisque les composants de notre corps ont été une fois dans le cœur des étoiles, et puis après, quand la surface, par exemple, des planètes et tout, où il y avait la température qui est favorable pour former des protéines, des molécules de plus en plus compliquées, et donc on se pose la question, est-ce que la vie, c'est pas quelque chose qui de manière impérativement va apparaître à un moment donné lors de l'évolution de l'univers? On n'en sait rien. Par contre, on peut se dire, on va chercher, et donc c'est qu'une partie des recherches actuelles, mais j'ai le plaisir de vous montrer, par exemple, ce télescope fabuleux qui est le télescope James Webb, qui a été lancé il y a pas très longtemps, télescope de 6,50 m, qui travaille dans l'infrarouge, donc il a un revêtement qui est d'or, pour cette couleur-là. Il a des écrans pour le protéger de la lumière du soleil, etc. Et cet instrument fabuleux, va faire tout, il va pas faire que les exoplanètes, il va faire tout, surtout les galaxies très lointaines, l'histoire de l'univers et tout, mais en particulier, il va consacrer à peu près le tiers de son temps uniquement à cette thématique des exoplanètes. Alors, il va s'intéresser, on revoit ce diagramme qui montre la masse des planètes découvertes en fonction de leur distance ou de leur période, et il va s'intéresser à différentes planètes, par exemple les planètes comme notre Jupiter, des planètes comme Jupiter mais tout près de l'étoile, sont beaucoup plus chaudes, étranges planètes, comme celles qu'on a découvertes en premier, des Neptunes qui sont à toutes les périodes, incroyables, on n'a pas du tout ça dans notre système solaire, et brutalement, il va s'intéresser aux planètes rocheuses, puisque les planètes rocheuses sont celles susceptibles d'avoir de l'eau liquide à la surface et éventuellement supporter les conditions nécessaires pour la chimie de la vie. Et donc, un temps non négligeable du télescope James Webb va être dédié uniquement à étudier la physique et les conditions et éventuellement chercher des traces de vie sur ces planètes. Alors, je vais essayer on a parlé avant de ce filtre qui était l'atmosphère de la planète, mais si vous vous rappelez peut-être des photos prises par les missions spatiales où on voit la couche bleue qui est l'atmosphère de la Terre, qui est infime et tout petite. Difficile, c'est un mini-filtre comme ça, donc c'est pas facile. Mais, donc l'idée, c'est que quand vous avez une couleur qui pénètre profondément dans l'atmosphère de l'étoile, la planète paraît petite. Si au contraire, cette longueur d'onde est bloquée très haut dans l'atmosphère, la planète paraît grande. Donc, il suffit d'étudier en fonction des couleurs la profondeur de l'éclipse. Tant pis si vous n'avez pas compris, juste avoir l'idée. Non, mais ce que je veux dire, c'est, même si le détail n'est pas correct, essayez de juste humer que la simplicité, c'est simplement la profondeur du transit en fonction de la couleur qui vous permet de faire de la chimie. Alors voilà, on voit donc c'est les couleurs différentes des transits et tout. Et ça a été appliqué en particulier à une planète à transit qui était connue. Et puis, voilà donc la série faite par le James Webb des différents transits dans différentes longueurs d'onde. Il a fait toutes les longueurs d'onde comme ça. Puis après, vous regardez la profondeur. Et qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez ça. C'est-à-dire vous êtes capable de faire le spectre des compositions chimiques de la planète. Alors, le grand pic, c'est dû au CO2, et puis, etc. Vous avez d'autres molécules. Donc, on est capable de faire la chimie des compositions des planètes sans y aller, simplement en faisant ce genre d'exercice. Simplement, c'est un petit peu abusif. Enfin, c'est comme ça.
Et alors, le rêve, c'est d'arriver, quand on a un très grand télescope de 39 mètres, d'arriver à avoir des détails beaucoup plus petits dans ce genre de diagramme, et pour chercher quoi? Ce qui s'appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des transitions atomiques des molécules qui sont reliées à la chimie de la vie. Alors, il y en a différentes. Ça peut être l'eau, ça peut être l'ozone, l'oxygène, le CO2, les oxydes d'azote, les méthane superbe, etc. Donc, arriver à un faisceau de molécules qui nous disent, comment dire, oui, la vie doit se développer ici. Voilà. Donc après ça, on parle de biologie, c'est de chimie, c'est pas mon domaine. Voilà. Donc, mais ça, c'est juste pour avoir une idée de la démarche. Il n'est pas question d'aller là-bas pour détecter de la vie. Et alors maintenant, je finis par une conséquence de ce que je viens de dire, à savoir, est-ce qu'on ira là-bas? Il y a beaucoup de stupidité dans la littérature à ce sujet-là. Notre ami Elon Musk, en particulier. Comment dire? L'homme est allé sur la Lune en 3 jours. La lumière met 1 seconde pour y aller. Alors, imaginez que dans la galaxie, on rappelle, à 100 000 ans, hein, comme ça, énorme, on découvre une planète en faisant nos études qui soit parfaite, à 30 années-lumière. Donc, il y a de l'eau, on peut le détecter, hein, par la chimie, on peut comment dire, il y a tous les ingrédients voulus, la bonne température, etc. Et à ce moment-là, on dit, on va y aller pour voir. Il y a juste un problème, c'est que 30 années-lumière, c'est une voisine, 30 années, c'est une voisine. Eh bien, c'est déjà 1 milliard de secondes, c'est-à-dire déjà 1 milliard de fois plus loin que la Lune. Aucun moyen d'y aller. Donc, on peut écrire des beaux romans, faire des films, des Star Trek et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas de la science. On n'ira pas là-bas. Donc, on est obligé de faire de la détection à distance, comme je viens d'esquisser. Combien de temps il faudra pour arriver à une réponse? Aucune idée. Je dirais, c'est pas pour demain. Est-ce que c'est dans 10 ans? Je sais pas. Et puis, je sais même pas la réponse en plus. Voilà. Merci. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez du paradoxe de Fermi, pour lequel Enrico Fermi avait calculé que la probabilité de l'existence d'autres intelligences dans l'univers était tellement élevée que aujourd'hui on devrait avoir des traces et aucune trace peut être trouvée. Alors, quelle est votre solution au paradoxe de Fermi? Alors, donc je répète déjà peut-être un peu ce que c'est que le paradoxe de Fermi. Donc, évidemment, la vie du Soleil, le Soleil existe que depuis 4,8 milliards d'années. La Terre, moins. Les civilisations intelligentes, techniques et tout ce que l'on veut, beaucoup moins. Mais inversement, comme la galaxie existe depuis 13,8 milliards d'années, il y a eu d'autres systèmes qui existent depuis beaucoup plus longtemps, où peut-être la vie intelligente s'est développée. Donc Fermi dit, si elle s'est développée ailleurs, eh bien de proche en proche, ils auraient pu coloniser toute la galaxie et on devrait les trouver ici. Et puis, on trouve rien. Alors, simplement, il y a beaucoup d'arguments possibles. D'abord, l'argument que j'ai dit sur les distances, il faut voir que d'aller d'un endroit à l'autre, c'est pas facile. Vivre les temps de trajet, c'est ce chiffre en milliards d'années. Donc, ou en tout cas des centaines de millions d'années. Et comment vivre à l'intérieur? Et puis en plus, est-ce que vraiment une civilisation a envie de faire ça? Et puis en plus, on peut être encore un peu plus pessimiste. Combien de temps une civilisation techniquement avancée fonctionne avant de s'autodétruire? Donc, il y a beaucoup de réponses possibles au plus ou moins optimistes au paradoxe de Fermi. Et actuellement, je dirais, il y a beaucoup de conférences d'exobiologie. Je dirais,
il n'est pas discuté. Enfin, c'était intéressant comme remarque, mais comment dire, ce n'est pas une contrainte forte. Je voulais savoir si les nuages autour de la nouvelle étoile, c'était plusieurs lignes de nuages ou des grosses parties de nuages qui étaient en ronde. Donc, j'imagine que tu fais référence, on va essayer de la retrouver rapidement. Oui, alors ici, en fait, quand une planète se forme, elle va grandir en captant la matière qui se trouve sur son chemin. Et ces traces noires que l'on voit, c'est simplement la trace, le vide qui a été créé par la formation d'une planète qui se déplace. Et donc ici, si on regarde, je sais pas, on peut 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas, il y a 4 ou 5 de ces traces qui expliquent qu'il y a plusieurs planètes qui sont en train de former autour de ce système-là. Et c'est étonnant de voir comme la généralité qu'il existe à ce genre. Ici, vous regardez des systèmes. Alors, c'est très différent. Ils sont plus, là, la résolution est plus faible parce qu'elle n'a pas été trouvée avec le même instrument, mais on voit c'est extrêmement généralisé la formation des planètes. Et donc, ça illustre tout à fait ce changement de paradigme qui s'est passé au cours du siècle dernier, à savoir, on passe des 0 systèmes planétaires, à part nous, à des milliards. Voilà. Donc, et maintenant, c'est complètement prouvé. On vérifie aussi par nos propres mesures de vitesse radiale, on détecte autant de planètes qu'on veut. Il y en a partout. Pourquoi le Chili est-il votre terrain de jeu favori? Alors, comment dire, il y a le courant de Humboldt, qui est un courant océanique froid, qui remonte toute la côte chilienne et péruvienne. Et cette situation crée la situation qu'on a parfois en automne sur le lac Léman, à savoir des stratus, des brouillards au niveau du lac, et puis il fait grand beau au Jura. Alors là-bas, simplement, c'est la même situation. Sur le Pacifique, il y a des brouillards tous les matins, et des fois il se dissout pendant la journée, mais pas toujours, et vous rentrez de quelques kilomètres dans les terres, et c'est le désert. Donc vous avez, alors il y a 2 avantages. D'abord, grand beau temps sur le terrain, sur la terre, stratification de l'atmosphère, c'est-à-dire le fait que vous ayez ce froid en bas fait qu'on a une atmosphère qui est peu turbulente. Et par ailleurs, il pleut pas. Et d'autre part, de côté est, eh bien les masses d'air, des perturbations qui arrivent depuis l'est sont bloqués par les ondes qui sont à 6000 mètres d'altitude. Et donc, c'est d'où la raison, il y a un désert de 3000 kilomètres depuis le milieu du Chili jusqu'au Pérou. Et donc, c'est défavorable pour les astronomes. En plus, il y a peu de monde. Il n'y a pas de lumière parasite, il y a peu de lumière parasite. Et donc, il y a pas de turbulence, peu de vapeur d'eau, atmosphère stratifiée, etc. Et aussi la possibilité de monter en altitude. On peut monter à 5000 mètres, voilà. Oui, moi j'avais une question. Je voulais savoir si les autres, des exoplanètes, elles avaient un satellite. Est-ce qu'on ne parle pas d'autres lunes? Donc je voulais savoir si vous aviez découvert d'autres lunes et sur les exoplanètes. Personnellement pas, mais il y a, comment dire, j'ai une double réponse. Tout part, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Bon, c'est pas une bonne réponse, mais en sens que c'est un phénomène très généralisé. Jupiter a énormément de planètes, de lunes autour de lui, Saturne, Dideb, etc. Donc, c'est pas étonnant s'il y en a. Alors maintenant, est-ce qu'on est capable de les détecter? Alors oui, il y a différentes méthodes. Il y a une, quand vous avez un transit. Transit, c'est le terme pour éclipse. Hein. Quand le transit, si vous avez imaginé la Terre qui passe devant le Soleil, et puis un mois après, il y a la Lune. Donc vous avez une baisse de la luminosité comme ça, puis une plus petite après. Donc c'est possible de faire cela. Et il y a une autre méthode, comme le système Terre-Lune tourne là autour de l'autre,
de temps en temps, la Lune est en avance sur le centre de gravité, des fois, elle est en retard. Donc, on a des transits qui seront pas périodiques. Des fois, ils sont un peu en retard, des fois en avance. Voilà. Donc, il y a des méthodes de faire. Il y a à ma connaissance, il y a une observation qui pourrait dire que ça existe, mais elle est contestée, elle n'est pas très robuste. Voilà. Donc oui, c'est possible, mais pour l'instant, il n'y a rien de très convaincant. Le problème, c'est que les planètes qui ont été découvertes, qui sont à très courte période, c'est pas très favorable pour la stabilité des satellites. Donc peut-être c'est normal qu'on les trouve pas, quoi. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Et la vulgarisation, même si je n'ai pas tout compris, mais ça c'est plutôt lié à mes limites. Quand on voit qu'il y a une forme de systématique, manifestement, est-ce que c'est encore possible de croire en Dieu, de penser qu'il y a un créateur? Vous avez 10 minutes. Je crains que ce sera qu'une minute. Comment dire, je crois que c'est deux types d'approches complètement différentes. Je vois pas qu'est-ce qui dans ce que j'ai dit vous conforte dans l'idée de l'existence ou qui au contraire, ça n'existait pas. Ça donne rien. Comment dire? Vous avez vos propres connaissances, vos propres croyances. Vous regardez ça, ou vous n'y croyez pas ou pas, mais je dirais ça ne changera rien quant à vos croyances. Comme ça. Typiquement, il y a quelques années, une fondation m'avait demandé de faire un débat contradictoire avec un archevêque qui est le chancelier de l'Académie pontificale des sciences du Vatican. Philosophe argentin, mais qui est logé à Rome, enfin qui travaille à Rome, et ils avaient loué un bateau de la CGN, et puis on a eu une soirée entière sur ce bateau, et puis moi j'ai parlé de mes exoplanètes, et puis il a parlé de la vision de l'Église et tout, et il n'y avait aucune opposition. Il m'a dit, si les scientifiques d'ici quelques années nous apportent la preuve formelle que la vie existe ailleurs dans l'univers, ben voilà. On fera avec. Ça existe, c'est tout. Comme ça. Il y a plus, je pense, cette opposition dogmatique qui a existé à l'époque de Galilée. Mais c'est fini, cette époque-là. Comme ça. Donc, voilà, je crois que j'ai quand même pris la précaution de montrer, en tout cas, les deux références, donc, à l'évêque de Paris au XIIIe siècle, qui montraient qu'il avait aucun blocage par rapport à l'hypothèse de la pluralité des mondes, hein. Comme ça. Alors maintenant, le problème est-ce que c'est quelque chose de nécessaire, que l'existence de Dieu soit nécessaire derrière tout ce que l'on observe dans l'univers. Et puis, je serais tenté de dire que l'astronomie n'est qu'une infime partie, la complexité d'une fleur ou de la vie ou d'un bébé et tout, c'est largement aussi suivi. On n'a pas besoin de faire de l'astronomie pour s'étonner de la beauté de l'univers. Voilà, donc c'est juste, donc ma foi, pas de réponse. Alors, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question, puisqu'on ne pourra jamais aller visiter ces exoplanètes, car elles sont trop loin, quel serait un indice fort, peut-être un indice chimique, qui pourrait indiquer la présence d'une civilisation avancée? Est-ce qu'on a des idées? Alors, c'est l'expérience SETI, qui a été initié les années 60 par deux physiciens, Morrison puis l'autre, j'ai oublié le nom. Donc l'idée, ils utilisent des radiotélescopes qui écoutent le cosmos, ils enregistrent un signal radio, essentiellement d'une longueur d'onde 21 cm pour des raisons techniques, et ils essayent d'enregistrer des signaux qui ne seraient pas dus à un phénomène naturel. Donc, imaginez que vous receviez un signal tic-tac, bien résolu comme ça, éventuellement qui vous code, vous écoutez du morse, etc. Le morse, c'est pas produit par un phénomène naturel, etc. Enfin, il y a des trucs plus subtils que ça. Hein. Ils essayent de voir
un bruit non, qui est une structure logique différente. La seule chose qu'on peut dire, depuis 60 ans, ça marche, il n'y a rien eu, et ça marche, hein. C'est pas des gens stupides, hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas des amateurs au niveau technique. Ils ont les détecteurs qu'ils construisent, le logiciel d'analyse des signaux, c'est vraiment du grand art et tout. Alors après, il y a deux choses. D'une part, bon, on trouve rien, mais ça ne prouve rien. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence, etc. Et puis l'autre chose, on va dire, après, il y a une question plus, on va dire, de sentiment personnel. Est-ce que c'est une recherche qui a une chance de réussir? Comme ça, là, nouveau, en gros, c'est impossible à résoudre, à répondre à cette question. Moi, à titre personnel, moi, je dirais simplement, est-ce que je suis prêt à consacrer toute ma vie à travailler sur une telle expérience? Alors, vous allez dire, c'est tellement fondamental si on le trouve, ça vaut la peine. Et puis, on peut dire, ben non, moi, je préfère faire autre chose. Voilà, donc, j'ai aucune idée. Et il y a un grand enthousiasme, hein. Il y a des pays, entre autres aux États-Unis, où il y a un très grand enthousiasme pour que ça continue. Il y a, je sais plus qu'un des grands de la tech, des ordinateurs, il a donné des milliards de francs pour développer les réseaux de satellites. Donc, il y a des gens qui considèrent ceci comme une démarche valable. À titre personnel, chacun fait comme il veut. Si c'est eux qui gagnent, à savoir que si dans une année, ou comment dire, ils arrivent, on a un signal codé, cela dit, vous répondrez pas, hein, parce que le temps de trajet est tel que c'est un téléphone un peu ennuyeux, hein. C'est d'abord, comment dire, vous comprendrez rien. Ça, c'est clair. C'est une naïveté énorme de croire qu'on va comprendre le message. Les biologistes analysiologues admettent que les dauphins ont une intelligence. Ils sont capables de faire des choses, de modifier leur comportement d'après l'environnement et tout. On peut enregistrer leurs cris. On n'a jamais réussi à discuter avec eux. Donc, et ça, il y a 30 ans qu'on fait des études là autour. Et comment dire, donc, il y a une certaine naïveté de croire que vous recevez un signal radio dont vous êtes très vite convaincu que c'est pas du bruit, qu'il y a réellement une structure logique dedans, mais d'ici à traduire, répondre dans le langage, et puis attendre 1 million d'années, oublier, c'est pas vrai. Voilà. Par ailleurs, si ça arrive, c'est fondamental, hein. Ah oui, si ça arrive, c'est fondamental. Mais l'astronomie actuellement vit une période de rêve. C'est comment dire, je vais pas rallonger énormément, mais vous avez peut-être entendu parler de la détection des ondes gravitationnelles. Ça, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Actuellement, l'astronomie, elle est basée sur rayonnement électromagnétique, hein. La lumière, la radio, les rayons gamma, les rayons X, etc. Rayonnement électromagnétique. Mais ça, c'est tout à fait différent. C'est, comment dire, des fluctuations de l'univers créées par des déplacements de matière. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez un objet, quand l'onde passe, brutalement, il diminue de longueur et serait comme ça. Mais c'est infime. Je crois que la contraction de la Terre, quand passe l'onde gravitationnelle due à un événement majeur, c'est moins que la dimension d'un atome. Voilà. Et les gens ont construit des détecteurs absolument fabuleux. Comment dire, je dirais que ce que nous on a fait, pourtant il y a des ruses, hein, dans notre appareil et tout, une horloge atomique qui a servi des choses, des lasers et des trucs comme ça. Bah, c'est des petites variations qu'on cherche. Mais on est des brutaux comparés à ce qui a été fait par ces gens sur les ondes gravitationnelles. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et maintenant, c'est un domaine d'une richesse incroyable parce que, par exemple, on voit l'effondrement de 2 trous noirs. Vous avez 2 trous noirs sur une singularité de l'espace et tout, qui se tournent autour, puis un millième de seconde, et enfin,
plus qu'un, en émettant évidemment une bouffée d'ondes gravitationnelles, etc. Et actuellement, il y a des centaines d'événements comme ça qui ont été faits. On observe quelque chose, une autre histoire du cosmos. C'est autre chose. C'était complètement ignoré avant, on ne savait rien. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres choses. C'est super. Oui. Vous avez touché, voilà. Vous avez touché au point des satellites tout à l'heure. Oui. Est-ce que ces poussées technologiques des satellites commerciaux ont-ils un impact sur la recherche pure et dans quelle mesure, par exemple, il y a vous avez des interlocuteurs dans d'autres pays et est-ce qu'il y a des actions communes de plusieurs pays dans ce domaine où chacun fait sa petite salade dans son coin? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de législation internationale contraignante qui empêche de faire ça. Donc, si vous voulez envoyer vous-même votre réseau de satellites demain, personne ne peut vous interdire. La Suisse pourrait, mais il n'y a pas de règles internationales. Donc, actuellement, tous ces milliardaires américains qui veulent créer des réseaux de satellites pour faire des télécommunications Internet dans l'ensemble du monde, donc des nombres en réseau de satellites énormes, des dizaines de milliers de satellites, qui durent en plus peu de temps, hein. Ils retombent et tout comme ça. Donc ça, il n'y a rien qui l'empêche. Alors les astronomes se débattent, font des comités, essayent de stimuler, mais la lenteur législative à l'échelle mondiale, ils seront tous le resserrer avant qu'il y ait une loi quelconque. Hein. Ça, c'est comme ça. Donc, les astronomes ne sont pas contents. Ça, c'est clair. Parce que ça veut dire que c'est des dizaines de milliers de satellites qui tournent autour et qui polluent toutes les observations qu'on peut faire. Alors, ça, c'est un des aspects. Il y a un autre aspect, c'est que ces satellites, alors, si ils redescendent, s'ils sont sur des orbites basses, ils redescendent, ok, tout va bien. Ils brûlent, ils redescendent sur Terre. Si de temps en temps, il y en a un autre objet, n'importe quoi, qui entre en collision et fait des débris qui partent au contraire sur les orbites assez hautes, c'est-à-dire qu'ils sont stables. À ce moment-là, vous peuplez les orbites basses autour de la Terre avec des milliers de défauts. Et donc, ça veut dire que c'est un risque énorme pour les satellites parce qu'ils se meuvent dans un environnement avec des déchets qui risquent. Et les vitesses sont telles que si vous recevez un boulon, ça fait du dégât, quoi. Apollo 13. Voilà. Nous allons prendre les 3 dernières questions parce que malheureusement le temps presse. Si, je vais rebondir sur la question de ma voisine. Est-ce qu'il y a des collaborations entre les équipes qui aujourd'hui détectent les exoplanètes et les équipes de SETI? Parce que c'est pas la même chose de chercher une aiguille dans une botte de foin que d'orienter sa recherche de signal sur une planète sur laquelle on a détecté des traces de vie. Je dirais non, il y a pas de collaboration. Disons, quand on a annoncé la toute première 51 Pégase, alors je répète, une planète qui tourne, Jupiter, donc gazeuse, qui tourne autour de l'étoile en 4 jours, c'est-à-dire qu'elle a une température plus grande que 1000 degrés, donc c'est pas l'endroit idéal. Faut détecter de la vie, mais néanmoins, l'expérience SETI, ils ont vite regardé. Enfin, écouter, plus exactement. Donc, à part ça, non, ils ont leur propre calendrier de mesure, et ils s'occupent pas tellement. En plus, je vous dis, il y en a 6000 planètes, hein, déjà. Et donc, à ma connaissance, il n'y a pas de collaboration. On se rend compte de temps en temps lors d'une conférence et tout, mais il n'y a pas de coordination et des approches qui finalement, je suis pas sûr qu'elles aideraient beaucoup. Merci pour cet exposé tout à fait lumineux dans tous les sens du terme. Je voulais avoir votre opinion. Alors j'ai lu ça récemment, j'ai sans doute pas tout compris, mais sur le nombre de plus en plus important, effectivement, de trous noirs qu'on découvre, et sur l'idée qu'en fait l'univers comporterait peut-être plus de vide qu'on ne l'aurait admis jusqu'à présent. Et si oui, dans quelle mesure ça interagit avec cette idée
de difficulté de retrouver une vie comparable à la nôtre dans un temps normal. Merci. Pas tout à fait sûr d'avoir tout compris parce que, non. Alors, le problème, oui, les ondes gravitationnelles nous révèlent une densité, une richesse du nombre de trous noirs dans l'univers qui est colossal. Donc ça, cet aspect-là, donc, juste pour dire en 2 mots les trous noirs, il y a les équations de la gravitation écrites par Einstein en 1915. Elles sont fabuleuses, au sens que actuellement, après plus d'1 siècle, elles ont été appliquées à des situations totalement différentes, à très haute énergie et tout, ça marche. Voilà, ça marche d'une manière fabuleuse. Et une des conséquences de la relativité d'Einstein, c'est que dans certaines circonstances, quand la masse devient trop concentrée à un endroit donné, la lumière ne peut pas sortir. D'où le terme de trou noir, on voit pas ce qu'il y a dedans. Comme ça. Et alors au début, c'était une hypothèse théorique. Einstein n'y croyait pas que ça puisse exister. C'est une erreur, des sortes de trous, des singularités. Je trouvais ça complètement pas conséquent. Et depuis les premiers satellites, Oumuamua, un satellite X il y a 30 ou 40 ans, a découvert les premiers trous noirs. Des petits trous noirs de quelques dizaines de fois la masse du Soleil en orbite avec une autre étoile. Et actuellement, on trouve des trous noirs massifs dans toutes les centres de grosses galaxies. Notre galaxie a un trou noir de 3,7 milliards, non millions, 3,7 millions de fois la masse du Soleil. Et ça, on l'observe. On voit les étoiles qui font le tour du centre en 10 ans. Donc, après, c'est de la mécanique. Comment dire, vous voyez ça, c'est pas des choses incroyables et tout, vous arrivez à le mesurer d'une manière évidente, la masse du trou noir. Comment dire, voilà. Puis ça, c'est pas le gros. 3,6 millions. Mais il y a d'autres galaxies où les trous noirs sont en milliards de fois la masse du Soleil. Donc, une sorte de trou incroyable avec une masse impossible. Alors, où les choses se sont compliquées récemment, c'est que tout d'un coup, on en retrouve, à cause des ondes gravitationnelles, qui sont énormes dans des galaxies très lointaines, ou avec le James Webb télescope plutôt. Là. Et alors, quels sont les mécanismes qui ont réussi à les former déjà si tôt dans la vie de l'univers? Voilà. Des très belles questions, mais je crois pas que je peux aller malheureusement plus loin sur ce sujet-là. Merci. Je rebondis sur la question que vous venez d'évoquer. On parle maintenant d'une nouvelle théorie qui remettrait en cause l'histoire du Big Bang. On lit un petit peu des scientifiques qui commencent à se poser la question de dire est-ce que la théorie du Big Bang, qui n'est pas si vieille que ça, doit être remise en cause. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je venais de dire, faire un tout petit peu, brièvement, un historique de ce qui s'est passé. Au début du XXe siècle, les gens ont mesuré les vitesses des galaxies en fonction de leur distance. Et ils ont trouvé, entre autres monsieur Hubble, que plus la galaxie était loin, plus elle s'éloignait de nous. Donc, d'où le modèle d'expansion de l'univers qui avait été théorisé avant Hubble par l'abbé Lemaître de Leuven en Belgique. D'où maintenant c'est la loi de Hubble-Lemaître. Voilà. Un petit sourceau européen. Donc ça, c'est, comment dire, l'origine. Alors, à l'époque, c'était, comment dire, un tout petit morceau d'univers. Maintenant, c'est, je sais pas, 100 fois, 1000 fois plus loin, et c'est toujours vrai. La loi de Hubble est toujours vraie. Ça, l'univers s'étend. Ça, c'est l'origine du modèle. Après, comment dire, quand ça s'étend, on pensait que la gravité allait le ralentir. Et on pensait que ça allait se ralentir, l'expansion. Et il y a 17 ans, je crois, surprise, les gens découvrent par différentes techniques et tout, qu'au contraire, ça s'accélère. Donc, complètement stupide. Complètement incroyable. Pourquoi un univers qui a de la masse, pourquoi s'il se ralentit pas, mais il accélère? D'où l'origine de ce fameux, d'une énergie noire
une énergie qui pousse pour accélérer. On n'en sait rien, etc. Actuellement, c'est des domaines complètement ouverts. À part ça, on a des méthodes de mesurer la quantité de masse dans l'univers. Les étoiles, les galaxies et tout ce que vous voulez. Et par d'autres méthodes, on peut calculer la quantité réelle de masse. Et il y a un facteur 10 de désaccord. On reste lisse. Donc, on sait que l'essentiel de la masse, et on sait que c'est pas de la matière ordinaire. On ne sait pas la nature de cette masse qui nous manque. Masse cachée, etc. Alors voilà, ça gêne tellement. Parce que d'un côté, il y a des observations qui sont tellement bien, qui marchent tellement bien. Et puis d'un autre côté, ouais, j'aime bien faire une allusion musicale. C'est tout va très bien, Madame la Marquise. Comment dire? D'un côté, vous avez des observations fabuleuses, et puis de l'autre côté, on ne sait pas l'essentiel de la masse, qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que c'est que cette énergie. Alors après, il y a des gens qui viennent et disent, est-ce qu'il faudrait pas changer la théorie? Alors actuellement, il y a des gens, mais c'est pas un essai, c'est des dizaines de personnes qui proposent leur théorie en bricolant à gauche, à droite, etc. À part ça, au CERN, c'est, comment dire, la recherche de ces d'éventuelles particules qui expliquent l'existence de cette masse cachée. C'est un grand domaine de recherche aussi qui rejoint comme ça. Et puis, de toute manière, il faut voir que le Big Bang, on peut pas approcher trop de près parce que les lois de la physique permettent vraiment pas d'approcher, d'expliquer ce qui se passe dans les premiers 10 moins quelque chose de secondes. Enfin, vraiment. Voilà, donc, c'est un de ces grands domaines de la physique où c'est possible que dans une génération, on dira, on a découvert quelque chose de tout nouveau. Vous voyez, il y a des moments où on bute, et puis tout d'un coup, voilà, on découvre que c'est tout faux. Je parle trop longtemps. Mais, comment dire, je dis, juste pour comprendre ces discontinuités. Au siècle dernier, un physicien s'appelle Michelson. Il a l'idée saugrenue de mesurer la vitesse d'une étoile quand la Terre va dans sa direction et 6 mois après quand elle va dans l'autre direction. Et tout le bon sens vous dit que la Terre, elle va à 30 km par seconde sur son orbite. On doit avoir la vitesse moins 30 et la vitesse plus 30 dans l'autre sens. Et qu'est-ce qu'il trouve? La même chose. Exactement la même chose. C'est comme si vous êtes sur l'autoroute, vous suivez une voiture et vous mesurez la vitesse relative est 1 km par seconde. Et une autre voiture qui arrive de l'autre côté, elle mesure la vitesse relative, elle est 100 km par seconde. Et lui, il trouve, que vous vous rapprochez de l'étoile, vous vous éloignez de l'étoile, c'est la même chose. Aberrant. Et qu'est-ce que le résultat? C'est la théorie de la relativité d'Einstein pour arriver à réconcilier et comprendre ce qui se passe. Bon, il y a d'autres arguments, mais voilà. Donc c'est juste pour dire que quand on bute tout d'un coup sur un truc énorme, c'est peut-être bien. Parce que quand tout va bien, on trouve rien. Mais quand tout d'un coup il y a un os, eh bien c'est peut-être il y a quelque chose d'énorme qui se cache derrière. Mais je peux pas vous dire quoi. On va finir. Permettez-moi, j'ai vu une toute jeune qui voulait poser une question et permettez-moi de lui passer le micro. Et une question rapide. Bonsoir, je voulais vous poser une question concernant la matière sombre. Et quelles sont les dernières hypothèses concernant l'énergie sombre et la matière sombre? Et quelles sont les principales raisons qui poussent les scientifiques à penser qu'elle existe? Ah, c'est toujours, moi j'adore parce que, c'est des problèmes énormément compliqués, fondamentaux, mais on ne sait pas la réponse, mais l'origine est incroyablement simple. J'aurais pu faire la conférence là-dessus. C'est pas difficile. C'est un Suisse, monsieur Hans Zwicky, un Saint-Gallois, qui, vers 1930, mesure
toujours l'effet Doppler. Hein, il mesure la vitesse des galaxies dans un amas de galaxies. On trouve de temps en temps dans l'univers des endroits où il y a, je sais pas, 1000, 10 000 galaxies qui se tournent autour. Alors, vous regardez les galaxies, vous faites les calculs, cette galaxie-là, elle pèse, je sais pas, 10 milliards de fois la masse de la nôtre ou de soleil, je sais pas quoi. Vous sommez tout ça, et puis vous faites un modèle et vous dites quelle devrait être la vitesse des galaxies pour qu'elles partent pas à l'univers à fond. Si la vitesse est trop grande, elles vont être liées par sur masse. Et puis si la vitesse est trop petite, ça va s'écraser. Et Zwicky, en 1930, c'était pas des choses compliquées. C'était comme ça. Il trouve qu'il y a un désaccord d'un facteur 100. Dans certains amas, il y a 100 fois trop de vitesse, d'énergie cinétique par rapport à la masse qui est censée les retenir. 1900, masse cachée, 1934, je crois. Comment dire? Bon, les gens ont retrouvé, il y a un problème, on sait pas quoi, il y a du gaz, il y a des trucs comme ça. Ils ont essayé de tourner autour de la difficulté. Mais c'est revenu beaucoup plus tard, vers 1970, par là autour, où une astronome américaine, Vera Rubin, regarde la courbe de rotation des galaxies. Les galaxies, elles tournent. À un moment donné, quand vous êtes au-delà de la galaxie, la vitesse de rotation devrait diminuer. Ce keplérien, voilà, c'est de la mécanique toute simple. Et, surprise, quand elle mesure des atomes d'hydrogène, il n'y en a pas beaucoup et tout, avec un radiotélescope, la courbe ne descend pas. Ça continue. Pourquoi? Il n'y a plus de matière et néanmoins, ça continue à tourner à toute vitesse. Comment dire, une découverte majeure. Et puis après, il y a beaucoup d'autres, origines qui montrent, faits d'observation qui montrent qu'il y a de la masse cachée, mais qui sont plus difficiles à expliquer. Comme ça, voilà. Donc, l'existant, on ne veut pas le nier. Ce phénomène existe. Maintenant, comment on résout? C'est comme l'histoire de Michelson, c'est facile à expliquer, mais après, il faut Einstein pour expliquer. Merci beaucoup. Un petit souvenir de Swiss Lake Culture avec des ustensiles de fromage, un petit plateau de fromage avec votre nom gravé. Wow.